Le quart d'heure thématique de Smart Bourse. Chaque soir, le dernier quart d'heure, marché à thème consacré ce soir aux monnaies numériques. Non, on ne parlera pas des crypto-monnaies, on va parler des monnaies numériques Banque Centrale avec Pauline Adam-Calfon qui est à mes côtés en plateau. Pauline, bonsoir et bienvenue. Vous êtes associée chez PwC, responsable de l'activité blockchain et crypto. Alors voilà, j'essaye de ne pas tout mélanger parce qu'il y a peut-être encore un peu de confusion entre les crypto-monnaies, le bitcoin et toutes les autres. Et ces monnaies, alors digitales, je crois que Benoît Cœuré aimerait bien qu'on dise monnaie numérique, Banque Centrale. Donc disons... La Banque de France communique sur la monnaie numérique. Exactement, je crois. Et ça a été salué par Benoît Cœuré. Donc le monsieur monnaie numérique Banque Centrale au sein de la Banque des règlements internationaux et qui a une vision très pointue sur ces sujets. Monnaie numérique Banque Centrale. Qui a tweeté notre rapport. Et qui a tweeté votre rapport. Donc justement, c'est ça. C'est le point de départ qui est très intéressant parce qu'on a besoin de suivre évidemment toutes les expérimentations et les projets pilotes qui sont mis en place à travers le monde dans les institutions monétaires que sont les banques centrales. Et il fallait pour ça un outil, un tracker, ce qui est déjà la première donnée quantitative qui est intéressante à commenter. Pauline, vous avez créé ce tracker en 2021 et c'est vrai que ça tombe bien parce que j'imagine que 2019, 2020, 2021, c'est des années d'accélération de ces projets au sein des banques centrales. Absolument, absolument. Aujourd'hui, on a à peu près une soixantaine de banques centrales qui ont des projets de... monnaie numérique ou monnaie digitale, peu importe, en tout cas de banque centrale. Et il nous semblait, donc depuis 2014, et il nous semblait vraiment important aujourd'hui de créer cet index. Donc c'est un baromètre qu'on va renouveler. Donc c'est la première fois là qu'on le sortait. Et en fait, on a fait un baromètre en distinguant deux grands cas d'usage autour de ces monnaies numériques. Le premier qui tourne autour des monnaies qu'on appelle les CBDC, qui sont retail, donc ça veut dire de détail. Donc concrètement, c'est vous, moi, c'est n'importe quel citoyen. C'est qu'on aura demain dans un portefeuille numérique. Qui pourra prendre d'ailleurs plusieurs formes, probablement. Donc ça, c'est un premier index, retail. Et puis le second, c'est ce qu'on appelle wholesale. En français, on appelle ça la monnaie centrale de gros ou interbancaire, qui est là plutôt réservée aux institutions. Donc ça peut être aux banques centrales ou aux banques commerciales. Est-ce qu'il faut d'ailleurs... Imaginez que c'est à travers ce marché de gros, ce marché interbancaire, que les projets sont les plus avancés, parce que c'est quand même ce qui irrigue, on va dire, le système financier au sens large, ou est-ce que non, la partie retail est aussi très en avance ? Alors, globalement, si on regarde l'ensemble des projets, les projets qui sont dits interbancaires sont plutôt, dans l'ensemble, plus avancés que les projets retail. Pour autant, c'est simple, c'est uniquement dans les projets retail qu'on a des projets qui sont vraiment live. Les autres, c'est des expérimentations. Et notamment, en fait, sur la partie retail, les pays qui sont les plus avancés sont plutôt des pays émergents. Ouais. Donc, on a notamment le Sand, les Bahamas et le Cambodge qui sont dans les premiers à sortir. Et on voit que c'est des produits, plutôt les pays émergents, parce que c'est plutôt des projets en fait qui sont autour d'un projet inclusif et notamment pour aller capter des citoyens qui ne sont pas bancarisés. Par exemple, le Cambodge, on voit, c'est un cas d'usage autour de tout ce qu'on appelle remittance. Donc, c'est globalement des diasporas, donc des femmes cambodgiennes qui sont d'ailleurs principalement en Malaisie, qui travaillent, qui veulent envoyer facilement de l'argent auprès de leur famille, rester sur place, par exemple. Ouais. Et il y a un côté, on en avait beaucoup parlé avec les téléphones mobiles, mais il y a un côté leapfrog d'une certaine manière pour ces pays-là. Hein. Absolument, absolument. Et puis, évidemment, c'est beaucoup plus facile de s'appuyer sur un réseau de téléphonie pour pouvoir spreader. Ouais, que d'aller ouvrir des comptes bancaires ici et là. Il faut parfois, dans certains pays, faire des kilomètres avant de trouver une première agence bancaire. Et c'est tout le sujet là. La France est pas si mal placée dans ces classements, ou je dis une bêtise Et non, la France, il faut qu'on soit très fiers. Ouais. Donc la France, c'est les projets qui sont... Donc il y a une grande expérimentation qui a été lancée par la Banque de France. On est 6e sur la partie donc, du coup, de l'index wholesale. On pourra peut-être comparer à ce qui se passe en Chine, c'est retail. Donc 6e, ça veut dire qu'on est déjà dans le top 10. Donc il y a vraiment de quoi être fier. Il y a différentes expérimentations qui ont lieu. Donc pas plus tard que la semaine dernière, donc il y avait l'annonce donc avec l'émission en fait d'obligations, donc pour 100 millions d'euros, qui ont été du coup livrés, payés
en monnaie numérique, donc en euros digital. Donc c'était mené par Société Générale, consortium avec Goldman Sachs et Santander. Ouais. Sur la base d'un protocole Ethereum, c'est ça, Pauline? Est-ce que c'est un protocole parmi les différents qui existent? Est-ce que c'est un protocole qui est plus intéressant que d'autres pour ce type d'expérimentation à ce stade? Alors, pour les non-initiés, donc Ethereum, on parle de blockchain public. Donc, il y avait déjà d'ailleurs eu les premières émissions que la banque, que Société Générale avait faites en 2018. Donc, première émission de Coverbond sur une banque, une blockchain publique avait été d'ailleurs faite sur Tezos. Ce qui montre bien que finalement, selon les cas d'usage et puis selon la maturité, le scaling, il y a des protocoles qui sont plus adaptés. Donc, d'ailleurs, Ethereum qui a bien bondi. On en parle plus que le Bitcoin aujourd'hui. Oui, en ce moment. La dominance du Bitcoin est challengée par d'autres et l'Ethereum effectivement est un protocole et une monnaie, pour le coup une crypto qui est en train de monter très très fort. Non, mais ce qui m'intéresse, et basculons peut-être sur la partie retail, alors j'essaye de suivre de loin l'expérimentation chinoise parce que là, sur la partie retail, dans les grands pays, ce sont quand même eux qui sont les plus avancés, avec l'idée qu'il y aura un e-yuan partout en Chine pour les JO de Pékin en 2022. Mais il y a déjà évidemment dans certaines localités et j'allais dire pas de petite taille, des expérimentations qui sont menées à taille, à échelle réelle. Je sais pas. Moi, je veux comprendre la révolution d'usage que ça va permettre. Qu'est-ce que ça va changer, notamment pour des populations, alors je m'inclus dedans, qui n'avons plus d'euros ou de billets dans nos poches depuis déjà un moment. Absolument, absolument. Donc, Shenzhen, aujourd'hui, on a à peu près, alors avec évidemment les données qu'on peut avoir de la Chine, mais c'est à peu près l'équivalent de 300 millions de dollars qui circulent autour du digital yuan, donc à peu près 2 milliards de yuan. Alors effectivement, là, ce qui est intéressant, c'est que derrière une monnaie numérique, il y a la notion de smart contract et donc de monnaie programmable. Donc la nouveauté par rapport, on va dire, aux paiements, parce que les paiements numériques, on en fait déjà. On a tous soit des Apple Pay ou... Et sans doute plus en Chine qu'ailleurs. Absolument, absolument. Alors ce qui est assez intéressant là, c'est que donc on parle de monnaie qui est programmable et donc on peut programmer différentes fonctionnalités. Alors ça peut être une date de péremption. On peut se dire mais à quoi ça sert d'avoir une date de péremption? Quand on pense à des plans de croissance, des plans de relance, en particulier après cette période, enfin je dis après, on est encore dedans, mais on voit le bout du tunnel. C'est le côté de ne pas mettre le masque aujourd'hui. Donc le fait de se dire que par exemple une monnaie peut être valable mais jusqu'à une certaine date. Donc si elle est utilisée, tant mieux. Et après ça ne fonctionne plus. On a aussi cette notion de... Alors, là, donc inciter à consommer dans un temps très court quand on a besoin de relancer son économie. Absolument, et donc c'est un levier intéressant. Ça peut être aussi, autre exemple de programmation possible, autre cas d'usage, ça peut être de dire que cette monnaie est utilisée que dans un contexte particulier. Et donc ça peut être aussi intéressant, par exemple pour flécher des investissements. Donc s'assurer que l'argent qui va vers telle ou telle, par exemple, entreprise sera bien utilisé pour tel et tel objet. Je peux penser à un euro croissance ou un euro relance destiné à investir dans des produits labellisés relance, absolument, dans du local, dans du RSE, ça peut être ce type de choses. Et ça, c'est des choses qui sont regardées aussi par des pays occidentaux. Il n'y a pas que la Chine. Bien sûr. Alors, la Chine, il y a quand même une grande différence avec évidemment nos économies, et notamment il y a quelque chose qui est évidemment très clair, c'est le rapport à la privacy. Au niveau européen, il y a une grande consultation qui vient d'avoir lieu, et on a 47%, c'est pas une grande surprise, 47% des citoyens qui ont répondu qui disent la privacy c'est quelque chose d'hyper important. Donc on voit bien qu'il y a des cultures et des approches qui sont différentes. Pour autant, le fait de regarder l'intérêt de la fonctionnalité de programmation d'une monnaie, ça c'est quelque chose qui est regardé partout dans le monde.
Et justement, parce que j'avais compris quand même le premier intérêt de la blockchain, et on parle bien de la technologie blockchain, c'est cette capacité de traçabilité, de transparence totale, le livre ouvert sur toutes les opérations passées est parfaitement sécurisé. Quand on parle de la monnaie, encore une fois, alors évidemment, hein, la monnaie dans un pays totalitaire, je le dis, comme la Chine, voilà, effectivement, c'est un rapport avec le citoyen qui peut être compliqué. Mais chez nous, on acceptera cette traçabilité. J'imagine que les autorités monétaires sauront exactement où chaque euro numérique aura été dépensé, par qui, comment. C'est une traçabilité qui est acceptable pour nous ? Alors, ce qui est évident, c'est qu'on est dans un pays où il y a des réglementations, par exemple GDPR, donc la notion de privacy, c'est une notion qui est clé, et je ne pense pas, je ne m'attends pas à ce qu'on aille vers un système qui est comparable à celui de la Chine. Mais pour autant, il est tout à fait envisageable de pouvoir utiliser ces fonctionnalités, sachant que, voilà, on est aussi, de toute façon, quand on est full numérique, bon, nos données, on sait très bien qu'elles circulent. Donc, il faudra qu'il y ait un cadre réglementaire qui permette, effectivement, de garantir une certaine confidentialité des données. Il nous reste 2 minutes, Pauline, mais je veux qu'on mette le sujet sur la table, et ce sera peut-être d'ailleurs le prochain sujet qu'on pourra traiter avec vous. On parle beaucoup, alors aujourd'hui, de finances décentralisées, des projets de monnaie numérique privée qui fonctionnent dans un écosystème plus ou moins large, plus ou moins ouvert, voire fermé. Alors, je crois que Casino a lancé son le Loog, pardon, premier stablecoin euro. Mais voilà. Qui est un dieu gaulois, c'est un nom français. Il y en a d'autres. Ces monnaies numériques banque centrale, dans le schéma que vous avez en tête, les deux histoires vont vivre en parallèle. Il y aura une monnaie publique, nationale, numérique, banque centrale, et des monnaies privées qui pourront coexister comme ça dans des écosystèmes fermés. Alors, moi, je pense qu'on va aller vers ce type de choses, parce que l'aspect programmable, il va permettre, dans une monnaie privée, de pouvoir ajouter des services qui sont spécifiques au cadre d'utilisation. Typiquement, par exemple pour Casino, l'idée d'avoir des programmes de fidélité et donc des services spécifiques. Donc moi, je pense que ça peut tout à fait cohabiter. De la même façon que les projets qui sont interbancaires et retail peuvent tout à fait cohabiter au sein d'une même juridiction. Bon, mais on parlera des stablecoins la prochaine fois, Pauline, alors. Merci beaucoup d'être venu nous voir, de nous avoir apporté ces données chiffrées, quantitatives, là, sur ce premier baromètre que vous avez sorti pour traquer ces projets en cours d'expérimentation ou en cours de développement au sein des banques centrales, que ce soit pour la partie retail ou pour la partie interbancaire ou wholesale. Pauline Adam-Calfon, qui était à mes côtés en plateau, associée chez PwC et responsable de l'activité blockchain et crypto dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse. Voilà pour cette émission ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.